Un retour sur les premières étapes du SWC 2020 et la découverte du tableau des préliminaires de la Coupe d'Europe dans The Scroll. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 2 de The Scroll, votre émission d'actualité sur le SWC 2020. Et encore une fois, j'ai la chance d'être accompagné de l'ami Junpei. Comment tu vas? Salut Shizu, écoute, ça va super bien, très content de te retrouver. Et toi, comment tu vas? Moi, je vais très bien encore, mais je suis un peu triste parce que je peux pas. On n'est pas à côté, on est donc à distance à cause du Covid. Je suis depuis Berlin, toi depuis Paris. Mais bon, on est quand même ensemble pour cette émission et ça, c'est cool. Est-ce que tu as pu suivre ce week-end le début du SWC où il y avait les préliminaires de la Coupe du Japon et les préliminaires des Coupes Amérique? Alors, j'ai pu suivre la Coupe Amérique, mais la Coupe Japon, j'ai pas pu la suivre directement, mais heureusement, il y avait le replay sur la chaîne Super eSport. Donc, du coup, j'ai pu rattraper un petit peu tout ça. Est-ce que toi, tu as pu voir tout? Moi, je me suis extrêmement chauffé, j'ai tout regardé, donc t'inquiète pas, le Japon, je pourrais en parler. Du coup, on va pouvoir même en parler tout de suite. Ça va être notre premier sujet du jour, les préliminaires de la Coupe du Japon. Et oui, ce week-end, il y avait les préliminaires de la Coupe du Japon. Alors, avant même de parler en détail, on va pouvoir observer la liste des joueurs impliqués. Qui vois-tu, Junpei? Est-ce que tu reconnais des noms? Alors, évidemment, je reconnais UTplay, qui est quand même très connu, et surtout Matsu, qui est un streamer au Japon qui est adoré par la communauté japonaise et qui en plus de ça propose du RTA à très haut niveau, puisque je crois chez eux qu'il a fini top 10 non, sur les dernières saisons. Exactement, en fait, il y avait 2 saisons qualificatives Ouais. et il a fini une fois 9e, donc très grosse performance de sa part. Mais bon, il ne faut pas dire que c'est pilier parce qu'il a fini top 10. D'autres joueurs étaient quand même extrêmement forts. Par exemple, on peut voir, moi, quelqu'un que je suis depuis très longtemps, j'ai vu Cabrera qui a fait 25e une saison alors qu'il joue d'une manière très offensive, ce qu'on appelle en fait le cleave. C'est une manière de jouer où on va chercher à tuer le plus de monstres le plus rapidement possible. En gros, c'est en 2, 3, 4 tours joués, on a plus ou moins gagné. Et ça, c'est justement quelque chose, une façon de jouer, une méta, qui n'est pas très populaire parce que c'est beaucoup de risques pour peut-être perdre si ça ne marche pas le combo. Et les joueurs japonais sont plus ou moins connus pour cleave la plupart du temps. Et c'est ce qui s'est passé encore une fois donc dans cette coupe du Japon, il y a eu quand même pas mal de cleave. Pour cleave, il faut des unités, évidemment, qui peuvent aussi être contrées. Et d'ailleurs, en parlant d'unités, on a vu quelques unités exotiques, je crois, lors de ces qualifications au Japon. Eh bien, il y a quelque chose qui est dans la box de Matsu, un des favoris, même des très gros favoris. Eh bien, il avait donc la Skydancer, la danseuse du ciel, Lumière. Est-ce que tu connais, est-ce que tu peux en parler? Alors, je crois que tu parles de Yeonong, évidemment, la danseuse du ciel lumière, comme tu l'as dit. Alors oui, je la connais bien parce que je l'ai et j'en suis très très content parce que c'est une unité qui est tellement versatile. Elle va pouvoir apporter, notamment grâce à son kit qu'on va détailler, mais aussi grâce à ses statistiques de base et notamment une vitesse de base très impressionnante. Donc effectivement, j'adore le monstre, elle va pouvoir aller très vite. En plus, sa compétence 2, c'est un strip. Donc un strip, c'est quand on retire les effets bénéfiques de la cible. Elle va pouvoir lancer 3 attaques sur cette compétence 2 et à chaque fois qu'elle va retirer un effet bénéfique, elle va pouvoir augmenter la barre d'attaque de 15% de tous les alliés. Donc c'est très très fort, mais c'est pas que, parce qu'elle a aussi son skill 3 qui est hyper intéressant puisqu'elle va pouvoir soigner à 50% elle-même et la cible, alliée évidemment, et pousser les barres d'attaque de ces 2 unités, donc elle-même et la cible, à 100%. Le tout mixé avec des bonnes runes et des bons artefacts, c'est vraiment une unité incroyable, que j'adore. Donc ouais, j'adore Yeonong. Oui, je pense que tu vois mon regard plein de jalousie. Je pense que tu le vois. Mais bon, c'est vrai qu'elle est très, très versatile et très intéressante dans une draft, une phase de composition d'une équipe. Mais il ne faut quand même pas penser que Matsu a un avantage certain, par exemple, et aussi UTplay, qui l'a aussi, parce que en fait, d'autres monstres ont des unités quand même très versatiles et puissantes. On peut penser par exemple à Diana, qui est jouée par Boulou Boulou, j'aime bien ce pseudo, qui est donc en fait très forte car son sort 3 va enlever tous les effets bénéfiques de la team adverse
et pour ensuite les étourdir. Donc tour 1, c'est très menaçant, mais son kit ne s'arrête pas là parce que le sort 2 va mettre une bombe sur un adversaire qui va exploser au bout de 2 tours pour l'étourdir. Donc ça fait beaucoup de contrôle tout en faisant des dégâts, parce que la bombe, bien sûr, fait des dégâts. Et donc c'est un monstre sur lequel il faut se méfier parce que derrière, quand on dit « oh tiens, étourdir », on pense à du contrôle. Et il y a des unités qui sont très fortes en contrôle. Par exemple, est-ce que tu as une idée? Il y a Diana, mais il y a aussi Nephthys. Nephthys, elle est incroyable, ok. Au-delà de son leader, de son skill leader, donc en gros qui est un boost de 24% de la vitesse, qui est d'ailleurs un boost global, elle va avoir 3 attaques qui vont être parfaites, enfin 2 puis un passif. Et on va commencer par le passif qui va en fait faire que à chaque fois que Nephthys va vouloir poser un effet néfaste, elle va réussir à 100% tant qu'il n'y a pas de will, tant qu'il n'y a pas d'immunité en face. Donc tout simplement extrêmement fort. Et le passif va aussi faire que on va rajouter 20% de chance de poser ses effets néfastes. Donc vraiment pour qu'elle soit à 100% de poser ses effets. Et ces effets, ce sont lesquels? Tout simplement le skill 2 qui va pouvoir poser un break def. Donc ce qu'on appelle break def, c'est une réduction de la défense tout simplement sur toute la team adverse, plus réduction des soins et plus augmentation des coups glancing. Donc on a vraiment un kit parfait sur un seul skill qui est le skill 2 et le skill 1 qui va pouvoir poser un break attack. Mais il manque une petite partie dans ce passif, c'est qu'à chaque fois que Nephthys va jouer, elle va également poser un silence, ce qui va empêcher les unités adverses de jouer leurs compétences. Nephthys est donc une unité incroyable. Maintenant, on va passer directement au bracket, donc tout simplement au tournoi en lui-même et au combat. Et donc, quand on regarde le bracket, le tableau de la compétition, on voit en fait que l'arbre du haut, en fait avec UTplay, Bulu Bulu et Matsu, était très solide en termes de cote parce que en fait ces joueurs faisaient partie des joueurs favoris. Et dans l'arbre du bas, il faut quand même mentionner Cabrera, mon héros parce qu'il cleave à haut niveau, et aussi Tanaka Tsubasa. Et donc bon, Junpei, je sais que je te parle de noms de joueurs, mais bon, j'ai pas envie de te montrer le résultat final sans te parler des moments clés, parce qu'il y a eu quand même des moments très intéressants. Mon premier qui m'a marqué, c'était quand même cette manche où Bulu Bulu a joué une équipe, accroche-toi, à partir de Ertet, donc l'empereur de la foudre d'arc, Diana, qu'on a mentionné précédemment, mais aussi Kebezenuef et Katarina. Donc c'est des monstres qu'on n'a vraiment pas l'habitude de mater en compétition. Et j'ai beaucoup aimé le fait qu'ils le sortent. La logique, c'était en fait, l'adversaire était un peu dans une situation complexe parce qu'il soit se faisait étourdir par la Diana, comme on l'a expliqué avant, soit il perdait des monstres en fait avec la Katarina. Il a choisi avec son Daphnis de sortir la Diana, mais ensuite, Bulu Bulu a mis l'invincibilité de la Jeanne sur la Katarina qui a sorti la Ciara. La Ciara étant morte, il n'y avait plus vraiment de menace dans l'équipe en face. Et il a sorti ensuite le Daphnis et il a gagné la manche naturellement. Et ça, je sais pas ce que tu en penses, Junpei, mais ça reste quand même un schéma de jeu très peu courant. C'est très différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Et puis sortir une Katarina quand même au SWC pour se qualifier, c'est très très fort. J'ai hâte de voir la suite. Accroche-toi, parce que certes là, j'ai dû faire un scénario pour t'expliquer ce qui s'est passé, mais le deuxième moment fort, tu vas comprendre très vite parce que la manche en effet est très rapide, elle est même, c'est la manche la plus courte de l'histoire du SWC. On a eu droit à une manche Luchen. Donc bien sûr, Luchen, c'est le monstre le plus cleave qui soit parce qu'il va faire un Healer Def AOE, donc ça veut dire sur toutes les cibles. Et oui, il a juste fait son combo qui a fini sur un Luchen et toute l'équipe en face était morte. Et ça, c'était assez marquant, le chat était en délire. 14 secondes pour un combat, c'est quand même assez exceptionnel, donc j'imagine ça devait être assez spectaculaire à voir. Puis surtout l'adversaire qui lui par contre perd en 14 secondes, ça fait mal. Oui, ça calme, c'est sûr que ça calme. Et il y a une autre chose qui calme, c'est quand on n'a pas de réussite, ça arrive quand même en compétition, on peut pas avoir de chance. Et c'est ce qui s'est passé sur ce troisième moment fort. C'était donc Cabrera, qui du coup, le héros du cleave, il n'a pas eu de réussite. Il a lancé un combo très offensif avec Lagmaron et Raok. Il a très bien entamé la game, mais malheureusement, avec Ciara, il a raté sa bombe sur Artamiel. Donc là, il s'en est voulu énormément
parce que s'il tuait Artamiel, il ne restait plus qu'Okeanos, mais la game a continué et donc Okeanos a réussi à étourdir son équipe, Artamiel a pu soigner et ensuite, à un moment clé, eh bien, l'Okeanos a activé son set de runes violents pour avoir un tour additionnel qui a permis le tour. Mais du coup, il a étourdi toute la team de l'ami Cabrera. Il n'a vraiment pas eu de réussite et malheureusement, il perd là-dessus. Et il est donc passé en loser bracket le jour 2. On le sait, dans Summoners War, il faut aussi un petit peu de réussite. Il n'en a pas eu. Après, Artamiel, c'est aussi une très très forte unité qui est très difficile à tuer. Donc je comprends, tant pis pour lui. Et du coup, on en est où un petit peu dans ce classement final chez vous? Comme on l'avait mentionné, eh bien, quand on regarde ce bracket des préliminaires de la Coupe du Japon, on voit Uteplay, Bulu Bulu et Matsu. 3 joueurs qui étaient dans la liste des favoris, ceux qui étaient les plus cotés. Ils étaient tous dans la partie supérieure du tableau, mais à la grande surprise, ils ont tous perdu contre Shiki, qui donc était le vainqueur de ce winner bracket, ce tableau des gagnants. Et quand on regarde le loser bracket, on voit encore que ces 3 favoris, aux côtés de Cabrera, perdent tous contre Tanaka Tsubasa, et qui donc se rejoint aux côtés de Shiki pour se qualifier pour la Coupe Asie-Pacifique. Qu'est-ce que t'en penses, Joupei? Plein de surprises, je n'attendais pas du tout Shiki ni Tsubasa à ce niveau, et pourtant ils seront là et ils sont bien qualifiés. Tant mieux pour eux. On va donc passer maintenant aux préliminaires, aux résultats également de la Coupe Amérique. C'est parti. Alors, ces préliminaires se sont également déroulés ce week-end et la particularité par rapport aux préliminaires japonais, c'est que les préliminaires américaines comptaient non pas 8, mais 16 joueurs. Alors, parmi ces 16 joueurs, chez vous, t'en connais certainement quelques-uns. Évidemment, en fait, là, on est quand même bien plus habitué de voir ces joueurs parce qu'on les a déjà vus dans des phases finales, par exemple, comme Tri. Ouais. Quand même, Tri a fini, du coup, gros contender aux Worlds des années précédentes. On a vu aussi Thompson, numéro 2 de l'année dernière. On en connaît bien plein, mais aussi d'autres qui sont en fait des streamers, en fait, des gens qui font du contenu sur Summoners War. Par exemple, Topei, Fate Memory. Donc en gros, on a plein de joueurs qu'on connaît bien et ça fait plaisir de les voir en fait rentrer en compétition. C'est vrai. Alors il y avait aussi d'autres joueurs évidemment, d'ailleurs des joueurs que moi je croise beaucoup sur le serveur global, notamment Ken Baller qui est chez SSA. Et effectivement, ça fait énormément de joueurs avec énormément de potentiel. Et du coup, on a un style de jeu aux États-Unis, ou plutôt même sur la Coupe Amérique au global, qui est bien différent du style japonais dont on a parlé déjà, qui était très offensif. Ici, on va jouer beaucoup plus sur du contrôle, sur une maîtrise du combat de A à Z, avec beaucoup de soins, beaucoup d'immunité. Et du coup, ça donne lieu à plein d'unités un petit peu exotiques qu'on a vues. Et notamment, première unité exotique, mon cher Shizu. Mais en vrai, c'est assez marrant qu'on en parle parce que j'en ai parlé du coup dans la Coupe du Japon. Eh bien, Artamiel, quand même, avait retourné cette manche. Oui. Et on va dire, mais pourquoi? Mais en fait, Artamiel, c'est un monstre de type défense, donc il va être quand même très dur à tuer. Et il a un passif intéressant, c'est que dès qu'un monstre de l'équipe adverse va faire un coup critique, il va l'attaquer automatiquement. Et ça va lui faire des dégâts quand même assez conséquents au long terme parce qu'il tape en fonction de sa défense qui va s'augmenter à chaque fois que son passif s'active. Et donc au long terme, ça tape extrêmement fort et c'est très handicapant parce que souvent les joueurs mettent un set de runes désespoir, ce qui fait que quand on crit, eh bien on se prend un contre et on est étourdi. Et ça fait extrêmement mal au moral quand, comme par exemple Cabrera sur la Coupe du Japon, avait ses monstres qui étaient étourdis parce qu'il avait crit. Même si Artamiel fait beaucoup rager, moi je vais vous parler de Ragdoll, aussi appelé poupée de chiffon, mais personne l'appelle comme ça. Ragdoll en fait c'est évidemment le chevalier dragon de type ténèbres. Alors lui il est très difficile à gérer, on en voit énormément sur d'ailleurs toutes les compétitions. Pourquoi? Eh bien parce que premièrement il a un passif qui a changé récemment, qui va lui permettre de renvoyer 15% des dégâts qu'il reçoit, mais d'en plus, à chaque fois qu'il y a un coup critique qui est mené sur l'un de ses alliés, et même lui-même, il va pouvoir augmenter la barre d'attaque de tous les alliés de 10%. Donc c'est extrêmement satisfaisant de l'avoir dans l'équipe parce qu'il va pouvoir faire jouer sa team très rapidement, mais en plus d'être souvent build, donc construit avec des runes qui sont plutôt tank, il va
avoir aussi ce côté très offensif avec le torrent qui est son attaque 2 qui va faire que quand il sera à moins de 30% d'HP chez Zou, il va pouvoir juste ignorer la défense en face et mettre des gros trous sur les unités. Donc vraiment une unité qui est très embarrassante, qu'on n'aime pas voir en face, qui est d'ailleurs très souvent pré-banni. Et ce Ragdoll, j'aimerais bien la voir. Mais chez Zou, il y a une troisième unité qu'on a vu pas mal aussi. Je vais juste rebondir sur quand tu as dit on n'aime pas trop le voir, et en effet non, Ragdoll, je déteste le voir. C'est pas que je n'aime pas le voir, c'est que je déteste le voir. Voilà. Mais bon, donc on va parler du coup d'une autre unité qu'on a pu voir dans cette coupe Amérique. Parce que comme tu l'as expliqué, il joue quand même pas mal contrôle, c'est-à-dire on va essayer d'endormir, d'étourdir les monstres. Et Pater est très fort contre ça, parce que le druide Dark a un passif qui fait qu'il va jouer un tour où il est contrôlé, il va enlever ce contrôle et jouer instantanément. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il a quand même un sort. En fait, les druides peuvent se transformer, ils ont deux formes, c'est un peu comme des loups-garous un peu. Hein, et il peut se transformer et faire un sort qui va enlever tous les debuffs, donc ça contre en fait le contrôle. Mais en plus de ça, il a quand même un sort 2 qui tape extrêmement fort, donc il a un côté utilitaire, qui en plus le passif soigne. Enfin, en gros, il est très complet, il permet donc de sauver son équipe quand c'est contrôlé, de tuer des équipes, et donc il est très menaçant. Alors, on a évidemment plein de joueurs qui possèdent ces trois unités, dont Pater, hein, qui est pareil, redoutable, il pose des immunités, il soigne, il fait des dommages, enfin bref, un calvaire. Passons maintenant au bracket. Voici le bracket, donc l'organisation même du tournoi. On rappelle, il y a 16 joueurs pour 8 qualifiés finaux pour la Coupe Amérique, donc le tournoi se tient, pour la première partie en tout cas, sur 2 jours. Le premier jour, on avait donc eu Tri contre Thomas C, on a eu Raigeki contre Topave, on a eu Hivs contre Fall Panda et Faint Memory contre Thompson, le duel fratricide. Le jour 2, on a donc eu Popo Panda contre JLN 2, puis Ken Bowler contre J-Mac, puis Dreams Joseph, qu'on avait déjà vu aux anciens SWCO précédents, contre Igor, et Zepharius contre Trocamu, le streamer. Évidemment, ce tournoi, il s'est réalisé et on a eu, comme pour la Coupe Japon, ou plutôt les préliminaires japonais, on a eu des moments assez clés, des moments qui m'ont pas mal marqué lors de cette compétition. Le premier, mon cher Shizou, c'est le duel fratricide, on l'a dit, Faint Memory contre Thompson. On a un Laika côté Faint Memory qui est très musclé, puisque le combat va commencer, on va avoir une draft avec côté Faint Memory, Vanessa, Laika, Fran, et puis côté Thompson avec une Neftis assez musclée aussi. Les bans se font avec un ban Sion d'ailleurs qui est assez exotique, et là on va avoir une Sierra qui va se faire un petit peu entamer par Vanessa, et derrière un Laika qui va coller à blanc. 27 000 avec quand même le buff attaque de Fran, mais ça va pulvériser la Sierra qui va s'envoler et du coup qui va faire gagner ce premier combat à Faint Memory. T'en as pensé quoi, mon cher Shizou? Moi, j'étais extrêmement étonné parce que je ne voyais jamais la Sierra tomber comme ça aussi rapidement, parce que bon, quand même, hein, il y a des stats sur leur monstre et il t'a tapé extrêmement fort, c'était une surprise énorme. Le moment clé numéro 2, c'est le combat contre Trocamu et Zepharius. On va avoir une draft en fait plutôt rapide côté Zepharius, et c'est Trocamu qui va venir installer son petit Léo pour réduire un petit peu la vitesse de tout ça. Mais en fait, ce qui est très sympa, c'est qu'on va voir pour la première fois de la compétition l'apparition du peintre feu, qui va du coup avoir cette fameuse compétence de pouvoir mettre sous parchemin l'unité de notre choix. Mais en fait, je trouve qu'il y a quand même eu un misplay, c'est-à-dire une erreur de la part de Zepharius qui ne va pas bannir ce Léo, et du coup Trocamu qui va pouvoir installer son playstyle. Et en fait, ce qui est très bizarre, c'est que on a Zepharius d'un côté qui veut jouer très rapide avec une Savannah, avec un peintre feu qui va pouvoir mettre un strip plus un buff attaque, qui en plus va pouvoir mettre sous parchemin une unité, et plus il va avoir de vitesse et plus l'unité sous parchemin va le rester longtemps. Malheureusement, on n'a pas de ban Léo et on comprend pas trop pourquoi. Pour ma part, j'étais très surpris en fait. J'arrive pas encore à savoir si c'était un misplay ou si c'était un choix que je comprenais pas. Hein. Mais sur le moment, je voyais venir, ah ben là, il va ban Léo. Et du coup, il y avait encore Léo dans la game et j'ai pas compris. Donc si tu passes par là et que tu peux nous expliquer pourquoi ce choix, on serait très heureux d'apprendre en vrai. Parce que ça se trouve, c'était le bon choix. Mais... il a perdu, donc c'est pas sûr. Pas sûr en tout cas pour Zepharius.
En parlant de moments clés, évidemment le troisième qui arrive, c'est un moment très important puisqu'il va opposer du coup Ken Balor à Popo Panda. Et alors Popo Panda va nous sortir une masterclass avec une unité qu'on avait rarement vue au SWC, c'est Isis. Isis, on rappelle rapidement son fonctionnement, elle va pouvoir permettre d'annuler les passifs de la team en face avec son skill 3 qui va du coup poser un Oblivion pendant 2 tours ainsi qu'un silence. Et on va avoir une draft rondement menée par Popo Panda parce qu'il va réussir à bannir du coup Vanessa pour le lead 33 et derrière imposer son gameplay. Et alors l'Isis qui va faire vraiment le café parce qu'en face on a 3 unités qui utilisent un passif, Ragdoll, donc poupée de chiffon, on a également Joséphine avec son passif qui va annuler justement les contrôles et poser un bouclier, et également Molly qui est un passif très embêtant avec le soin en permanence sur l'unité la plus faible, et Isis va annuler tout ça. Et Popo Panda va annihiler vraiment l'adversaire avec un combat qui va être plutôt rapide. Comme tu l'as dit, on la croise très rarement en compétition, alors qu'elle correspond au pic pas parfait, mais genre vraiment très fort dans cette méta à monstre avec plein de passifs. Et donc c'était super, j'aimais. J'ai beaucoup aimé l'intelligence de jeu d'amener cette Isis quand il n'y a pas d'immunité en face, c'était juste parfait. Ce qui nous amène donc au résultat de ces jours 1 et jour 2 qu'on va pouvoir afficher avec donc Raigeki et Hivs qui dans le jour 1 vont se qualifier pour, on le rappelle, la Coupe Amérique finale entre guillemets. Puis le jour 2, on va avoir également Ken Balor et Trocamu qui se qualifient. Ça va être très intéressant, on a des très gros joueurs déjà qualifiés, mais les qualifiés du loser bracket qui sont affichés et qui vont combattre eux aussi ces 4 joueurs dans le tournoi final de la Coupe Amérique. Donc maintenant qu'on a introduit les joueurs qualifiés de la Coupe Amérique et quelques-uns de la Coupe Asie-Pacifique qui viennent de la Coupe du Japon, je pense qu'il est temps d'introduire notre troisième sujet qui va bientôt commencer, c'est donc la Coupe Europe. Et les préliminaires de la Coupe d'Europe commencent bientôt, et donc c'est le moment d'en parler. Let's go! Et oui, donc la Coupe d'Europe va bientôt commencer, ça sera donc très bientôt le 12, 13 et 19 septembre, parce qu'encore une fois, ça va être un format comme les préliminaires de la Coupe Amérique. En 3 jours, ces 16 joueurs donc vont évoluer dans un tableau à double élimination, et donc il y aura un winner bracket et un loser bracket. Et donc voilà, on parle de joueurs, je pense qu'il est temps de regarder cette liste de joueurs avec toi, Junpei. Ouais, alors la liste des joueurs, on l'avait déjà présentée, il y a beaucoup de joueurs qu'on connaît déjà, et du coup, si vous vouliez plus d'informations ou de précisions sur les joueurs français, n'hésitez pas à regarder l'épisode 1 de The Scroll parce qu'on en a déjà beaucoup parlé. Moi, ce que je te propose directement chez vous, c'est de passer plutôt au bracket. Comme tu l'as dit, il y aura 2 jours, donc qu'est-ce qu'on attend pour le jour 1 ? Et donc le tableau des rencontres du jour 1, on a donc Vilipiti, notre ancien remplaçant préféré, et s'il n'était jamais qualifié, contre Fatarty. On a X96 96 contre Pinkroid, Baos, donc l'ancien finaliste des phases mondiales l'année dernière, qui avait fini 4e contre Unarmed, un tout nouveau, et donc Shen contre Blue, donc 2 participants de la Coupe d'Europe de l'année dernière. Et donc maintenant qu'on a parlé du jour 1, qu'est-ce qu'on voit au jour 2, Junpei ? Alors pour le jour 2, on aura Seishizo, très connu, qui sera contre Rosit. Rosit, champion du monde dans nos cœurs, mais surtout champion d'Europe l'année dernière. On a eu Sapin qui sera contre l'Espagnol, possesseur de Ragdoll, Zerpolita, qui est aussi un habitué des SWC. On aura Ismo qui sera contre Zujik, et le 4e combat du jour 2 sera Sinshei contre Obabo, très attendu pour ses performances récentes, donc j'ai hâte de voir tout ça. Et donc oui, on va avoir des rencontres palpitantes et c'est vraiment un moment qui me tarde, je suis vraiment impatient de voir ça. Et c'est tout pour cet épisode de The Scroll. Bien sûr, pour être au courant de toutes les informations, abonnez-vous. Donc Junpei, encore une fois, je te remercie, c'était un agréable moment. Est-ce que tu as un mot pour la fin ? Alors je te remercie également et puis j'espère que ça vous a plu. Évidemment, il y aura un épisode 3, donc comme chez vous l'a dit, abonnez-vous et puis on vous retrouve très bientôt. Salut !